Alors, salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 3 de Sans Voile. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que on va aborder un thème pareil qui est encore une fois pas facile du tout à aborder. Mais on va passer un très bon moment ensemble, encore une fois. J'espère que les épisodes 1 et 2 vous ont plu. Personnellement, je pense qu'ils ont été majoritairement bien accueillis. Et moi, ça me fait très plaisir, hein, très sincèrement, ça me touche. Parce que c'est des thèmes qui me concernent et qui peuvent vous concerner aussi. Et là, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet sensible, on va parler du trouble de stress post-traumatique. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer les symptômes, entre guillemets, de ce trouble, ou de ce syndrome, comme on l'appelle. Je vais aussi faire la distinction entre le trouble du stress post-traumatique et le syndrome de stress post-traumatique, parce que la nuance, en fait, elle est très mince. Mais on y reviendra. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème pour l'épisode d'aujourd'hui? Tout simplement parce que j'ai fait un vote Instagram, j'ai mis plusieurs idées de sujets pour cet épisode, plusieurs idées que dans tous les cas je ferai, hein, c'est sûr et certain, Euh, celui qui a été le plus voté, c'était celui-là. Donc je me suis dit, je vais préparer l'épisode sur ce sujet-là, et en fait c'est assez intéressant parce que être, euh, être on va dire, atteint du trouble du stress post-traumatique, c'est pas seulement un traumatisme qui reste dans le passé, c'est un traumatisme qui t'affecte sur le présent, du coup dans le futur du passé, mais dans ton présent, et qui continuera malheureusement à t'atteindre. Euh, donc je pense qu'on peut enfin commencer, je pense, parce que sinon je vais déjà rentrer dans le vif du sujet. Donc ce que je vous conseille, comme à chaque épisode, c'est de bien sûr réagir en commentaire et de m'expliquer si vous êtes... voilà, si en tout cas le sujet vous parle, voilà, racontez un peu votre histoire si vous en avez envie. Mais ce que je vais vous conseiller surtout, c'est comme à chaque épisode, de prendre une bougie, de prendre une petite tasse de thé. Moi aujourd'hui c'est une infusion manque passion, donc on est pas mal aujourd'hui. Et de vous installer confortablement. On va parler du trouble du stress post-traumatique. Alors, comme je voulais venir un peu préparé aujourd'hui, j'ai écrit un script que j'ai sur le côté au cas où, hein, donc, moi, personnellement, mon rapport avec ce trouble-là, c'est que on me l'a diagnostiqué il y a très peu de temps en réalité. Ma psy, elle me l'a diagnostiqué en juillet dernier. Moi, je dis trouble. Moi, je dis trouble précisément parce que la majorité du temps, je pense que les gens entendent syndrome du stress post-traumatique. C'est ce qui est le plus commun dans le langage. Euh, et en réalité, on peut se demander quelle est la différence entre le trouble du stress post-traumatique et le syndrome du stress post-traumatique. Il n'y en a aucune. En fait, les deux sont la même chose. La différence entre les deux, c'est l'utilisation qu'on en fait. Le syndrome du stress post-traumatique, c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est dans le cadre commun, on va dire. On utilise syndrome parce que justement c'est un ensemble de symptômes. Et du coup, c'est plus facile pour les gens de comprendre quand on dit syndrome. Quand on dit trouble, là, en fait, on peut ne pas trop comprendre, en fait, on peut pas comprendre directement ce que c'est. Donc en fait, c'est plus utilisé dans le cadre médical clinique. Donc c'est pour ça que quand ma psy me l'a dit, elle m'a dit trouble. Voilà. Alors que si elle voulait vraiment me le dire de façon à ce que je comprenne directement, c'était syndrome. Mais après, la suite du stress post-traumatique m'en suffit à comprendre. Et là, maintenant que j'ai expliqué ça, forcément, vous allez vous demander, mais attends, Alexis, ce que tu dis là, ce que tu dis qu'on t'a diagnostiqué, etc., c'est pas ce qu'on diagnostique aux soldats qui reviennent de la guerre. Et là, la réponse, elle est oui. Alors la réponse, elle est oui, mais il y a une nuance dans ça. Oui, parce que c'est vrai que les soldats ont, suite à des batailles, à des guerres, ont de fortes chances d'être atteints de cette maladie parce qu'ils vivent des traumatismes, ils voient des choses, ils tuent des gens alors que de base, ce sont des civils parfois. Donc forcément, ils peuvent revenir avec ce syndrome-là. Parce que le cerveau et le corps ne sont plus en connexion, l'un ne sait pas réagir alors que l'autre essaye de réagir, et parfois ils réagissent pas à la même chose. Il y a possibilité qu'ils aient des cauchemars, des insomnies, des flashbacks, des sursauts, une hypervigilance, enfin tous ces symptômes-là, je vais en parler après parce que j'ai la même chose à peu près. Quand je dis non par rapport à la question, c'est parce que le trouble du stress post-traumatique ne dépend pas d'un décor particulier comme la guerre, pour le coup.
ça vient juste de quelque chose qu'on appelle la survie. C'est le système de survie, c'est ton corps se retrouve face à un traumatisme, il essaye de survivre, et bah malgré tout ça cause cela. Voilà. Tout simplement ça cause tout ça. Alors du coup le problème de tout ce schmilblick là, c'est que bah du coup tu as ton passé qui s'invite dans ton présent. Et moi pour le coup, ça fait des années et des années que je vis avec ça, sans que je sache pourquoi. En fait, pour moi j'étais devenu fou, très clairement. Pour faire le lien avec mon histoire, donc moi, vous le savez, j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant 9 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans d'un cancer. Et j'ai vu des images, voilà, j'ai vu des choses que personne ne voudrait voir. Et du coup, bah, mon cerveau a appliqué une autre logique face à tous ces traumatismes. C'est que du coup, bah, le social, bah, en tout cas pour le harcèlement, le social peut être dangereux. Et du coup, je me suis méfié de tout le monde. Puis en fait, à chaque rire que je peux entendre dans la rue, à chaque remarque que je peux entendre, à chaque regard dirigé vers moi, je peux me dire, ah, on est en train de me juger, on est en train de m'insulter, on est en train de, enfin, voilà, on est en train un peu de pactiser contre moi, quoi. On est en train de parler sur mon dos. Et du coup, ça m'a créé cette hypervigilance et ce problème au niveau social. À chaque fois que j'explique tout ça, on me dit que je suis un homme courageux, que je suis un guerrier, comme on dit, tu es un tigre, tu vois. Non, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, je l'ai déjà dit, je crois, dans l'épisode 1 d'ailleurs, je ne suis pas un guerrier, je suis pas courageux, je dis, je suis quelqu'un qui a appris à vivre avec. J'ai juste appris à vivre avec tout ce qui m'est arrivé sur la gueule. J'ai appris sur le tas, alors que bah moi, bah, quand tout a commencé et quand ça a continué, j'étais un enfant, j'étais un préadolescent, un adolescent, je pouvais pas savoir comment agir, comment réagir. J'étais pas encore mature et malheureusement j'ai dû apprendre à devenir mature gamin. Et c'est une réalité, je suis devenu mature plus tôt que tout le monde. Ça c'est un fait. Et ma psy me l'a dit aussi, donc voilà. Mais bref, tout ce que je veux dire c'est que c'est pas une course à la médaille, c'est pas une course où t'as un trophée à la fin parce que t'as été courageux, parce que t'as ça et ça qui t'arrive dans la vie. Non. Euh, c'est juste, et il faut le comprendre, que c'est le système nerveux qui réagit comme il peut à quelque chose afin de survivre. C'est tout. C'est ton système nerveux qui tente de te sauver, c'est tout. À titre personnel, ma psy, quand elle parle de ce trouble, en tout cas pour la source de ce trouble, elle parle d'un alliage. Et cet alliage, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est... Donc d'un côté, on a le traumatisme brut, la violence répétée, le conditionnement sur le temps, donc le harcèlement scolaire. Et d'un côté, on a bah, du coup des deuils assez lourds à porter, comme mon père ou mon oncle, voilà, qui sont tous les deux morts de la même maladie. Et en fait, quand t'as tout ça qui t'arrive et que t'as tout ça dans la tête, et que malheureusement ton cerveau, ton système nerveux, il sait pas comment bien réagir, bah en fait ça part un peu en crise, un peu... ton cerveau devient une alarme en réalité. Quand ça va trop vite, que c'est trop intense, ou que c'est au mauvais moment, bah en fait ça part un peu en sucette et du coup bah ça me crée tout ce que j'ai dans la tête. Parfois il y a des personnes qui remettent un peu la faute sur les victimes en mode mais tu ne sais pas, enfin, en gros tu n'as pas avancé, tu n'es pas allé de l'avant. Ouais, il faut juste comprendre que pour les personnes qui souffrent du TSPT, ce n'est pas notre faute. Parce qu'en fait, on se retrouve... parce que on pense... Enfin, en fait, les gens pensent que nous, on pense au passé, alors qu'en fait, c'est juste le passé qui, lui, s'est invité dans notre présent. Et on n'a rien demandé, en fait. On n'a pas demandé, nous, à ce que le passé vienne s'inviter dans notre présent, parce que, bah, voilà, on veut vivre avec. Et on veut avancer. On ne se sent pas en sécurité. Moi, sincèrement, il y a la majorité du temps, je me sens pas en sécurité. Je fais comme si je me sentais en sécurité, je le suis pas. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a malheureusement appris à bien cacher son jeu. Et c'est emmerdant, mais c'est comme ça. Et du coup, mentalement, qu'est-ce que ça fait? Et là, c'est là, on va arriver à tous les symptômes du TSPT. Et là, je vais prendre du temps, parce que du coup, je les ai tous notés. Et je vais vous dire si moi, je les ai, et si moi, ça me concerne, comment ça se présente à moi, comment moi je le vis. Premièrement, on a des intrusions. Quand je parle d'intrusion, je parle de souvenirs, d'images, de sensations, parfois des cauchemars.
en gros des flashbacks, parfois. Ça peut pas être un long truc, ça peut juste être un son, ça peut être un rire, ça peut être tout ce que vous voulez. Et, euh, et ça, par exemple, c'est le symptôme, je trouve, principal. Et c'est en fait, c'est ce symptôme-là qui m'a euh, convaincu d'aller retourner voir ma psy. Parce qu'en fait, bon, je vais un peu vous expliquer ma vie quotidienne. Et vous allez. Ouais, vous pouvez pas vous imaginer, même quand je vais vous raconter, vous ne pouvez pas vous imaginer parce que vous ne le vivez pas. Donc, même en racontant, ce sera un peu difficile à imaginer. Mais, euh, en gros, depuis des années, sincèrement, depuis des années, et je le dis à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas l'imaginer, donc parfois on me croit pas, hein, on me prend pour un fou. Mais j'ai sans cesse, mais littéralement sans cesse, vraiment je peux faire des choses en même temps, je peux parler avec quelqu'un, je peux faire ce que vous voulez, mais en même temps, je vais avoir sans cesse dans mes yeux comme un voile. D'ailleurs le titre du podcast est bien choisi, hein, du coup. Et j'ai sans cesse un voile qui passe devant mes yeux avec plein d'images de ma vie. Plein d'images de ma vie. Et je te parle pas de moments, on va dire, vidéo. Voilà, c'est juste c'est un peu comme des captures d'écran de ma vie. Et à plein de périodes différentes. Et ça passe comme ça devant ma tête tout le temps. Et parfois ça revient, c'est les mêmes, et voilà. Mais ça m'arrive, parfois quand je parle avec quelqu'un, que vraiment on a une discussion, et moi je peux argumenter en fait, mais en même temps j'ai ça qui me passe devant les yeux. Parfois quand je suis en cours, voilà, ça me passe devant et pourtant j'arrive à gérer les trucs en même temps, parce qu'à un moment donné j'ai su m'y habituer, même si c'est pas normal du tout. Et ça s'est présenté d'une autre manière, ces intrusions, c'est... Il y a des moments, là pour le coup c'est aléatoire, et c'est là où ça m'a convaincu d'aller voir ma psy, parce que c'est pas normal. je Parfois je peux faire un truc. Alors là, ça peut être le travail, ça peut être le repos, le chill, moi sur YouTube ou sur Netflix, ça peut être, comme j'ai dit, moi en train de travailler sur ma chaise, à la fac, pendant un cours, je vais juste avoir un peu comme, moi je l'ai décrit à ma psy comme ça quand je suis parti lui voir et je lui ai parlé de ça, je lui ai dit ça me fait un peu comme le Spider-Sense de Spider-Man, c'est-à-dire que ça me fait un peu des vibrations là sur le côté. D'un coup j'ai un coup de froid, mes poils de la nuque s'hérissent et tout. Et d'un coup ça me met un flashback vidéo. Là pour le coup c'est vidéo, c'est un souvenir. Et la majorité du temps ça concernait soit mon harcèlement, soit mon père. Euh, et du coup à force de lui parler de ça, et voilà, elle m'a dit, enfin elle m'a parlé du TSPT. Donc voilà. Et quand je vous parle d'intrusion, c'est ça. Moi ça a été comme, en tout cas sous cette forme là. Ça a été ce voile avec plein de souvenirs de ma vie en screenshot, puis ces moments de Spider-Sense avec des flashbacks vidéo. Euh, et pour vous avouer, c'est vraiment pas agréable à vivre. Vraiment, mentalement, c'est assez lourd à supporter. Donc, deuxième symptôme, l'évitement. Là, c'est dans le cadre beaucoup plus social, c'est-à-dire que tu évites un groupe de personnes, tu évites certains contextes, hein, certains lieux, certains échanges. Et là, pour le coup, parce que tu penses que le social peut être dangereux, peut être humiliant, et là, pour le coup, bah, là, pour moi, ça vient du harcèlement scolaire. Parce que le nombre de fois où on me propose des sorties, on me propose de sortir, de faire un truc, enfin, je sais pas, on me propose des choses, dans le cadre personnel, dans le cadre professionnel, j'ai pas ce truc d'évitement. Mais dans le cadre professionnel, j'ai pas. J'ai l'audace d'y aller, j'ai la foi d'y aller, y a pas de souci. Mais dans le cadre perso, quand on me dit ouais Alex, on fait tel ou tel truc et tout machin, je rechigne assez facilement. J'ai tendance vraiment à quasiment tout le temps dire ouais non, soit à sortir des excuses, à sortir des mensonges. Et ça malheureusement c'est assez fréquent parce que j'ai trop peur. Euh, et du coup bah je mens très souvent parce que j'ai trop peur. Dans le cadre personnel, je mens assez souvent pour pas sortir parce que j'ai trop peur. Parce que j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de me faire, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de beaucoup de choses. Du coup, je suis assez, assez vigilant. Et pour transitionner, troisième symptôme, l'hypervigilance. C'est un truc que j'ai. Je pensais que de base c'était un TOC, et au final non, c'est juste un des symptômes du TSPT. Donc l'hypervigilance, c'est-à-dire que partout où tu es, tu scannes tout ton environnement. T'es comme un robot. Tu scannes, donc c'est analyser, c'est scanner les regards, c'est scanner les intentions, les intonations aussi,
Enfin, tous ces signaux qui te permettent d'analyser le cadre où tu es. Moi, je le fais pas seulement avec les regards ou avec les intonations, je le fais aussi avec les mouvements du corps. Alors là, ça peut être assez fou, mais j'arrive un peu à comprendre la personne euh, en regardant la manière dont elle se tient. Que ce soit debout ou assis, j'arrive à un peu comprendre la personnalité de la personne. Euh, mais bref, je scanne quoi. Ensuite, un autre symptôme assez énorme, c'est la honte. C'est un peu tapine. Alors, c'est un peu tapine, mais je suis obligé d'en parler en fait, parce que j'ai honte tout le temps. Enfin, tout le temps, non, mais la majorité du temps, j'ai honte. Et quand je parle de honte, c'est une voix dans ma tête. Alors, la majorité du temps, cette voix, c'est la mienne. Parfois, du coup, quand je pense ou quand je vis, tout simplement, j'ai ce moi de la honte qui va venir dans ma tête et qui va commencer à répéter des phrases juste pour que j'ai honte de moi. Juste pour que j'ai honte de moi, en fait, je vais me faire une autocritique, mais une autocritique assez violente verbalement, juste pour que j'ai honte. Et franchement, ce moi-là de la honte, il est, j'allais dire casse-couille, mais en fait, c'est juste qu'en permanence, du coup, dans ma tête, ça trotte et ça trotte et ça trotte, et ça ne veut jamais s'arrêter. C'est un peu compliqué à expliquer, c'est un peu compliqué à imager carrément, mais en fait, j'ai sans cesse honte de moi-même. Je suis jamais content de ce que je produis, de ce que je fais. En fait, je suis jamais satisfait. J'ai sans cesse honte de ce que j'ai fait, et c'est pour ça que quand je fais un projet, que ce soit des poésies, que ce soit de la musique, que ce soit d'autres écrits littéraires, hein, comme le roman, comme là j'ai écrit un petit truc, format journal de bord, mais vraiment bien écrit, je vais toujours demander l'avis de gens. Et parfois, c'est pour ça que même en story Insta, je fais souvent des appels en disant j'ai fait tel et tel truc, est-ce qu'il y en a qui veulent lire ou écouter en avant-première, entre guillemets, parce qu'en fait j'ai toujours cette honte en moi et du coup, j'ai toujours besoin d'avoir des avis secondaires et tertiaires pour me dire est-ce que c'est du coup le moi de la honte, il avait tort ou il avait raison en fait. Bref, c'est juste assez compliqué à expliquer. Et avant-dernier point, la dissociation. Pour moi, cette dissociation, c'est pas réellement une dissociation, c'est plutôt une déconnexion. Pour le coup, ça c'est aussi un truc que j'arrive à gérer en faisant d'autres choses en même temps, c'est-à-dire parler ou être en cours et prendre des notes de mes cours. En fait, c'est que parfois, quand, euh, quand c'est trop intense là-haut, en fait, mon cerveau il freine et il tire le frein à main après. Du coup, je suis plus là. C'est-à-dire que je commence à regarder dans le vide et je me mets dans ma tête et en fait, c'est un brouillard pas possible. Et du coup, je peux. C'est assez compliqué à suivre. C'est un peu compliqué au niveau de la concentration. Et en fait, c'est juste ton corps qui coupe, qui arrête. Ouais, ton cerveau, il vient, il dit stop. Juste pour que tu puisses tenir un peu, juste pour que tu puisses t'accrocher. Et du coup, bah en fait, ton corps il te dit bon, frérot, on se met un peu en pause. Normalement, tu ne peux plus rien faire. En fait, tu ne peux pas te concentrer, tu ne peux pas suivre. Enfin, c'est très compliqué en tout cas. Sauf que moi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça fait vachement longtemps que ça m'arrive, donc peut-être que j'ai réussi à m'habituer entre temps. Moi, pendant que ça m'arrive et que pendant que mon cerveau met le frein à main et que je suis en arrêt, en arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi, j'arrive quand même à prendre des notes. En fait, vraiment, je regarde dans le vide et j'écoute le cours. J'écoute mes cours, donc en fait, j'entends quoi. Et donc en fait, je continue à taper sur mon ordi. Et j'arrive à suivre. Mais au niveau de la concentration, je suis plus là. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait m'appeler par mon prénom. Et je sais pas si on me dirait Alexis. Et je sais pas si je ne dirais rien. Parce que je serais du coup ailleurs. Ou est-ce que par réflexe, je dirais oui. Là, c'est un truc que je ne saurais pas dire. Et dernier symptôme. Et là, c'est assez brutal, c'est la colère. En fait, à force de vivre tout ça, à force d'être dans ce... Pardon. À force d'être dans tout ça, tu es assez irritable. Personnellement, je suis assez irritable. Je suis assez irritable et je suis surtout assez irritant. Elle le confirme apparemment. En fait, j'ai une tendance m'énerver assez facilement non, mais assez rapidement oui. Comme moi je l'ai déjà dit, je crois que je l'ai déjà dit dans un des épisodes, mais moi je suis quelqu'un qui, quand il vit quelque chose de triste voilà, ou qui peut le mettre en colère, moi j'ai dans mon cerveau ou dans mon cœur, je ne sais pas où, mais j'ai toujours ce vase qui du coup se remplit. À chaque fois que
que quelque chose m'énerve ou qui me rend triste, ce vase se remplit. Il y a une jauge qui se remplit, voilà. Et une fois que ce vase déborde, parce qu'il y a trop de choses que je stocke, voilà, je stocke trop de choses, trop d'émotions, et du coup, une fois que je ne peux plus, et que ça déborde, faut pas être dans le coin. Parce que je vais être violent physiquement avec soit moi-même, soit les objets qui m'entourent. Donc à tout moment, je peux mettre un coup de poing dans mon canapé, je peux mettre un coup de pied dans mon canapé, je peux mettre des coups de poing dans mon armoire, je peux mettre des coups de poing dans mes murs, dans mon bureau. Voilà, je peux mettre des coups de poing partout où je le sens. Parfois, je mets même des coups de tête et je me suis juste fait mal. Juste été con. Bref, et du coup, quand je relâche la pression, faut pas être dans mon entourage. Faut pas être à côté de moi. Enfin, ce vase, il a failli déborder une fois à la fac, l'année dernière. Mon meilleur pote, il était juste à côté et il m'a vu me barrer juste pour taper dans des murs dans un bâtiment de ma fac. Parce que je voulais pas faire une crise en plein milieu de mon campus. Et heureusement que je l'ai pas fait, parce que sinon je me serais tapé la honte devant tout le monde. Mais c'est assez fatigant. Premièrement, c'est fatigant de retenir sans cesse mes émotions. Du coup, parfois on peut ressentir, enfin, on peut se dire que je suis un peu pas antipathique, mais apathique plutôt. Parce qu'en fait, parfois, je retranscris aucune émotion. Et du coup, c'est assez énervant de stacker sans cesse toutes ces émotions-là. Et deuxièmement, c'est énervant. Voilà, ça m'énerve. Voilà. Ouais, mon vase là se remplit. Voilà, mon vase se remplit. Mais deuxièmement, c'est énervant que je fasse autant de. Que ce soit une tempête. Une telle tempête quand j'explose. Ça m'énerve que ce soit aussi, j'allais dire fort, mais que ce soit aussi important et gigantesque en fait quand j'explose. Ça m'énerve aussi un peu. Là, je vous ai expliqué tous les symptômes, enfin, en fait, tout ce qui vit dans ma tête, en tant que personne qui souffre du TSPT, mais on est en droit de se dire qu'il y a aussi des symptômes physiques. Et je vais vous énumérer les principaux symptômes physiques, et je vais vous dire si je l'ai. Enfin, si je les ai, à chaque fois. Des tensions, donc mâchoire, épaule, ventre. Alors, je peux en avoir, et c'est majoritairement au niveau des épaules, en effet. C'est majoritairement au niveau des épaules où parfois c'est bloqué, c'est assez compliqué. Le dos en réalité aussi, hein, c'est pas cité dans les parenthèses que j'ai pu trouver, mais le dos aussi, assez pour moi. Des sursauts, ça par contre ça m'arrive très 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 peu, vraiment, ça m'est très très peu arrivé. Donc je dirais plutôt non. Une fatigue profonde, là c'est tellement vrai. Oh, alors là, vraiment, je vous le dis très sincèrement, je suis sans cesse, mais sans cesse fatigué. Alors que pourtant, je dors, mais je dors comme un pape la nuit. J'ai mes chats avec moi, je suis confortablement bien installé, je suis au chaud, je suis bien, mais ça fait des années que je suis fatigué sans cesse. Et encore plus maintenant que je travaille, maintenant que j'ai du boulot, j'ai du taf, maintenant je suis encore plus fatigué. Donc je suis déjà fatigué mentalement et maintenant physiquement, je suis fatigué aussi. Donc ça fait que je baille tout le temps, c'est-à-dire c'est pour ça que vous m'avez vu bailler là, tout à l'heure. Et que j'ai envie de rebailler, merde. Un sommeil mauvais, le sommeil mauvais, non, parce qu'en vrai je dors bien. Il y a juste... Ah, quoique, parce que vraiment il y a des jours où vraiment je dors très mal. Où vraiment je me réveille très très souvent dans la nuit. Là en ce moment non, ça va. J'ai un sommeil assez profond. Et du coup je dors bien, même si je suis très fatigué. Mais voilà. Un cœur qui s'emballe, je sais pas, je suis pas cardiologue. Une respiration courte, alors oui, ça parfois ça peut m'arriver. Et ça vient aussi du fait que je vapote, hein. Donc la nicotine n'aide pas les choses. Euh, Parfois des sensations de panique, oui, quasiment tout le temps. Je suis, euh, je suis très souvent, je suis très souvent sans cesse presque. Ouais, je suis presque tout le temps au bord de la crise d'angoisse. Et encore une fois, c'est juste que je cache tout ça très bien. Je suis un plus grand magicien que David Copperfield et Houdini, je pense. Vraiment, je suis très très bon en magie parce que vraiment, j'arrive à faire disparaître tout ça. C'est vraiment très fréquemment que je suis au bord de la crise de nerfs, au bord de la crise de panique. Et c'est chiant, mais j'apprends à vivre avec. J'ai pas le choix en fait, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le brouillard, donc concentration compliquée, ça peut m'arriver, comme je l'ai dit. Mémoire qui flanche, ces derniers temps, c'est vrai. J'ai d'habitude, depuis que je suis petit,
Et jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, je pensais avoir une des meilleures mémoires que le monde ait jamais vues. Et bah spoiler, pas du tout. Depuis quelques semaines, quelques mois, ma mémoire me joue des tours, j'arrive à me souvenir de rien. Parfois, ma mère me rappelle des choses, elle me dit des choses, ma copine me rappelle des choses, mes potes me rappellent des choses, et je suis en mode, ah bon? C'était à tel moment? Ça a eu lieu même? Voilà, ma mémoire me joue clairement des tours. Donc ça, pour le coup, la mémoire qui flanche, c'est totalement vrai. Et bien souvent, le stress chronique se voit dans le ventre. Alors, moi, j'ai énormément de stress, comme le monde le sait. J'arrête pas d'en parler sur Instagram. Donc, ça fait que j'ai eu, l'année dernière, par exemple, j'ai eu 2 ulcères dans l'œsophage. Donc, quand il parle du ventre, oui et non. Donc, j'ai eu 2 ulcères dans l'œsophage que j'ai maltraités. Donc, je pense que je les ai encore. Parce que je suis en plein stress constamment. Oui, ouais, et je vous ai dit 2 ulcères, hein. Moi, j'ai pas un ulcère, non, 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 j'en ai 2. Et c'est bien parce que j'ai les images dans mon dossier médical. Donc là, si je peux les regarder, je les veux. Et ça se voit aussi, du coup, à mes yeux, je suis assez souvent avec les yeux creusés ces derniers temps. J'ai des poils blancs qui ont poussé dans ma barbe. J'ai une barbe qui est très très fournie en poils blancs. J'ai des cheveux blancs qui ont commencé à pousser. Merci à ma mère de l'avoir remarqué, parce que sinon, moi, je m'en serais pas aperçu. J'ai pas encore des plaques qui sont apparues sur moi, genre, vous voyez, des plaques de rougeur et tout à cause du stress parce que je me gratte, ça non. Mais j'ai assez tendance à bouffer ma barbe. C'est-à-dire que je mets ma barbe comme ça, et je la mets dans ma bouche et je croque. Ça me déstresse. Je me ronge les ongles sans cesse. Enfin bref, c'est tous les symptômes du stress. Voilà, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai écrit une phrase pour un peu résumer tout ça. En gros, le TSPT, c'est comme si mon cerveau avait gardé un logiciel de survie activé. Et selon les moments, je pars soit en mode combat, fuite, hypervigilance, anxiété, colère, soit en mode figement, dissociation, déconnexion. Et je disparais un peu. Et là, vous allez me demander, ok, waouh, t'en as des choses à dire, Alexis. T'as des choses là-dedans. Voilà, waouh. Mais comment tu travailles ça? Comment tu traites ça? Alors, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de ce que voilà, de comment je le traite depuis juillet, en fait. Ma psy m'a parlé de quelque chose qui s'appelle le EMDR. Donc, le EMDR qui veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Donc, qu'on peut traduire en français par désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. En gros, c'est juste un traitement qui te permet de retracer des souvenirs traumatiques à travers le mouvement de tes yeux. Et parfois, c'est des souvenirs qui sont restés bloqués dans ta tête, qu'on vient débloquer avec des mouvements oculaires, et te les faire revivre comme s'ils étaient actuels. En gros, moi je résume ça à de l'hypnose. Parce que depuis que je le pratique, hein, du coup, depuis juillet, j'ai l'impression que c'est de l'hypnose qu'on me fait, parce que en fait, au début, je n'y croyais pas. Quand ma psy me l'a proposé, j'ai dit oui, juste pour le délire, mais je n'y croyais pas réellement au fond. Et bah putain que ça marche bien. Parce que, je vais expliquer un peu comment ça se passe en séance avec ma psy. Donc concrètement, elle me dit, bon, on part. Je fais oui. Du coup, je me mets toujours comme ça, voilà, les jambes comme ça. Les mains bien sur les genoux. Tu te mets dans une position assez confortable, mais toujours, voilà, les mains sur les genoux. Et en fait, la psy va commencer, donc elle est en face de toi, hein. Moi je suis sur mon canapé dans son cabinet, elle est sur son fauteuil, et elle vient, elle va me faire des mouvements oculaires, donc elle peut me faire comme ça. Enfin bref, elle va me faire plein de mouvements comme ça pendant des minutes et des minutes, hein. Moi je dois juste rester comme ça, en train de fixer les mouvements oculaires, sans bouger la tête, hein. Donc je fais comme ça, juste avec les yeux, et je ne dis rien. Et à un moment donné, et je vous jure que c'est vrai, j'ai mon cerveau qui va m'emmener dans un flashback, je vais avoir un flashback, même des flashbacks parfois, de choses. Pour être honnête avec vous, donc moi je vous l'ai déjà dit, je pensais que c'était de la merde à ce moment-là. Quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai commencé à être choqué. Je vais vous le dire très sincèrement, dans un des flashbacks, et je me suis retrouvé à parler avec mon père, et la voix de mon père, je l'ai oubliée. C'est-à-dire que mon père, cette année, ça va faire 7 ans qu'il est mort, et sa voix, je l'ai oubliée. Et je n'ai ni de messages vocaux sur mon répondeur, j'ai plus aucune trace vocale de mon père.
Et ma mémoire l'a oublié aussi. Et pendant une des séances avec ma psy où on a fait le MDR, dans un des flashbacks, j'ai entendu mon père, et j'ai entendu la voix de mon père, et je me suis souvenu de la voix de mon père. Je peux vous jurer très sincèrement que c'est vrai. Qu'elle a fini et elle a rompu la connexion de l'EMDR, j'ai direct oublié la voix de mon père. Mais le temps du flashback, j'avais la voix de mon père. Après, je l'avais plus. Une fois que ça s'est rompu, je ne l'avais plus. Mais elle a réussi à me ramener dans un souvenir que j'avais avec mon père. Pour le coup, c'est un vrai souvenir que j'ai vécu avec lui. Pas un truc que je me suis créé, hein, c'était un vrai souvenir. Et vraiment, j'ai entendu la voix de mon père. Et du coup, je suis les mouvements de ses yeux. Moi, dans ma tête, j'ai ça qui se passe. Et là, elle voit que je commence à déglutir, que je commence à voir les larmes qui montent et qui commencent à couler. Donc, c'est là où parfois elle me dit, dans ces moments-là, elle me pose une question, euh, elle me dit, est-ce que ça va? Genre, c'est soit est-ce que ça va, soit est-ce qu'on continue? Et moi, du coup, je ne peux pas parler, donc je fais juste. Moi, je fais. Et donc là, elle rompt le lien. Si jamais je dis non, elle rompt le lien. Et après, si c'est oui, on continue. Voilà, quelques temps, mais c'est maximum 5 minutes. Hein, un truc de MDR, c'est maximum 5 minutes. Après, voilà, on arrête, on rompt le lien. Et on discute tous les deux on débriefe un peu de ce que j'ai pu imager dans mon cerveau. C'est assez lourd, c'est pour ça qu'à chaque fois elle me demande si je veux un verre d'eau, si je veux manger un truc sucré. Même quand après on finit la séance, toutes mes séances avec elle, à chaque fois qu'on les finit, elle me dit est-ce que ça va aller pour rentrer? Parce qu'elle a peur que justement, en fait, tu peux avoir les flashbacks jusqu'à 3 heures après en fait. Et du coup, bah, à tous les coups dans le métro, je peux me sentir totalement ailleurs et il peut m'arriver une couille. Hein. À tous les coups, je peux faire un malaise parce que c'est trop de pression pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, elle me dit est-ce que ça va aller pour rentrer? Et généralement, ça se passe bien. Je rentre très bien, choqué, ému, mais je rentre bien chez moi. Donc ça va. C'est assez bizarre de vous faire une vidéo, enfin, vous faire une émission où je vous parle d'un truc voilà, que je suis pas encore pleinement traité pour. C'est bizarre de vous parler de quelque chose qu'on m'a diagnostiqué, que j'ai découvert purement et sûrement, enfin et simplement il y a quelques mois, en juillet, même si je le vis depuis 7 ans. Mais je voulais juste vous expliquer ça parce que parfois on le diagnostique pas ou on le diagnostique mal. Donc là je vous ai exprimé les symptômes que moi j'avais et comment ça impacte non seulement du coup ton mental mais aussi ton corps. Euh, et voilà, quelques solutions. Moi, je vous conseille le MDR. C'est assez efficace et c'est très rapide, c'est assez simple. Vous pouvez trouver quelqu'un qui pratique le MDR. Moi, perso, ma psychologue la pratique, donc j'ai de la chance. Je vais juste terminer sur quelque chose. Forcément, il y a des gens ici qui peut-être vivent ce que moi je vis, voilà, et qui ne sont pas traités, qui ne sont pas diagnostiqués même. Faut pas considérer ça comme un manque de volonté de faire telle ou telle chose, de ne pas vouloir sociabiliser avec tel ou tel groupe ou dans tel ou tel contexte, de sortir des mensonges pour pas sortir. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas être quelqu'un de faible, c'est juste votre système nerveux qui, comme le mien, a appris à survivre dans un environnement instable où il n'avait pas le choix que de se déconnecter, que de se mettre dans ce mode-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, ça peut se travailler, ça peut se traiter, et merveilleusement bien d'ailleurs. On peut petit à petit réapprendre à être en sécurité, même si moi, à ce niveau-là, c'est très compliqué. Après, si ça se fait, ça sera pas en 2 secondes, je vous préviens. C'est un travail qui se fait dans le temps, c'est un truc qui se fait petit à petit. Mais c'est un long travail, c'est un long processus. Déjà sur vous-même, et puis oui, le traitement, voilà, ce n'est pas un traitement instantané quoi. Je pense que j'ai tout dit, on est à combien de temps d'épisode là? On est à 46 minutes, un peu plus de 45 minutes. Je trouve que c'est l'épisode le plus long, mais on avait des choses à dire. Et du coup ça me fait très plaisir que l'épisode soit long, parce que c'est important d'en parler. C'est vrai que j'ai pris vachement de temps. Donc 46 minutes en temps d'enregistrement, je ne sais pas combien ça fera avec les cuts qu'il y aura, parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions de chats pendant l'épisode, donc à voir combien de temps ça finira au montage, mais voilà. Je ne peux que vous souhaiter une excellente journée et de faire attention à vous, surtout mentalement. J'espère que votre thé que vous avez sorti pour votre épisode numéro 3 de Sans Voile a été délicieux.
Perso, le mien, il est incroyable. J'espère que votre bougie vous a bien réchauffé et a bien illuminé votre pièce. Sur ce, c'était Alexis. On se retrouve bientôt pour plein d'autres projets et d'autres épisodes de Sans Voile, bien évidemment. C'était Alexis. Bye tout le monde.